Alors, l'éco-société auto-gestionnaire, vu par Thierry Brugvin, c'est axé, c'est articulé autour de 4 piliers. Hein. Et ma première question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi un pilier? Est-ce que c'est un principe? Est-ce que c'est un dogme? C'est quoi un pilier? Un pilier, c'est une image. Oui. Mais, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Du coup, c'est 4 structures de pensée. Voilà, c'est 4 grands principes idéologiques. On pourrait dire aussi 4 secteurs, parce qu'en fait, il y a le secteur économique, le secteur culturel, le secteur démocratique. Le quatrième, du coup, je ne l'ai même plus en tête. C'est la régulation. Comment? La régulation. Régulation, bon, ça c'est voilà, régulation c'est global, c'est la synthèse globale du système. Bon, tu dis ces piliers, ça pourrait être des principes. Tu acceptes le mot principe, on aurait donc un éco-socialisme gestionnaire fondé sur 4 principes. D'après toi, enfin, qu'est-ce que c'est pour toi un principe? Un principe, c'est, disons, bon, c'est d'abord, ça peut être une valeur s'il y a un principe. Là, en l'occurrence, vu que c'est pas une seule valeur, mais que c'est plusieurs valeurs, par exemple, la révolution culturelle autour de la décroissance, et donc du coup de l'antiproductivisme, voilà, c'est une conjugaison de plusieurs principes, de plusieurs valeurs. Voilà, mais donc c'est un peu ça. C'est une théorie, une micro-théorie, on pourrait dire. Si je te disais par exemple qu'un principe, c'est une proposition claire et précise qui détermine un raisonnement et qui enclenche ensuite des modes d'action, est-ce que c'est une définition que tu accepterais en tant que... Ça me convient. Ça te convient, ok. Bon, alors voyons ces 4 piliers principes. Premier pilier, ce que tu nommes la révolution culturelle versus productivisme. Le premier principe, ce serait déclencher une révolution culturelle ou prendre acte d'une révolution culturelle qui mettrait à bas l'idéologie du productivisme. Alors, est-ce que tu peux... Bon, d'abord, est-ce que j'ai bien compris, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, le productivisme, comment est-ce que tu peux le définir? C'est important, sur des mots comme ça, très généraux, il y a des gens qui s'affrontent, mais qui n'ont pas forcément les mêmes définitions. Alors, comment tu définis le productivisme? Alors, je ne suis pas spécialiste de la définition du productivisme pour commencer. Simplement, c'est qu'il faut donner des grandes lignes, mais il y a plusieurs façons de le concevoir. Et une façon de le concevoir, c'est produire pour produire. Ça veut dire en fait qu'on produit sans savoir vraiment quel est le but en dehors de la quantité. Donc c'est l'accumulation. Donc pour certains, c'est une approche très proche de la définition du capitalisme qui est, pour eux en tout cas, on accumule, on accumule. Une autre façon de le définir, c'est de dire c'est la croissance comme objectif prioritaire. Donc on croit, on croit, on croit. Donc du coup ça crée la production, la production, la production. Alors pourquoi croître? C'est pour beaucoup de socialisme ou de sociaux-démocrates, c'est pour éviter les problèmes de chômage pour les plus pauvres et puis pour augmenter leur richesse pour les plus riches, alors le taux de profit des plus riches. Voilà, donc c'est les 2 axes principaux, c'est les 3, disons, ça serait croissance, accumulation, mais aussi volonté, je dirais, un peu délirante, ou on pourrait parler d'hubris, où il n'y a plus de limites. Hein, c'est concevoir un monde sans limite. C'est ce que tu as dit au début, produire pour produire. Oui. Ouais. Alors, quand tu dis produire pour produire, tu dis on produit, qui c'est on? C'est-à-dire, on est dans une société productiviste, que tu dis, productiviste, parce qu'on produit pour produire. Qui c'est on? Alors c'est à la fois les dirigeants, mais finalement aussi la population. Les dirigeants, parce que c'est eux qui donnent les grandes orientations, mais la population aussi, parce que la population, dans une société de consommation, ça devient même un but. Un but de la société, c'est consommer toujours plus. Et c'est pas le consommateur qui produit. Non, mais consommateur, en achetant, plus on consomme, plus les entreprises peuvent faire de profit, et plus du coup elles sont en même de produire. Il faut produire pour répondre à la demande. Donc si les consommateurs ne consommaient pas, ou consommaient beaucoup moins, il n'y aurait plus de marché, plus de débouchés. Donc il y a aussi, pour prendre un exemple très concret, très souvent il y en a qui sont qui sont pour l'écologie et autres, ou pour la décroissance, mais ils ont les moyens de consommer, donc ils consomment. Et de fait, ça grève l'empreinte écologique, leur empreinte et puis celle de la planète du coup, des humains. Voilà. Donc c'est quand même aussi les consommateurs qui contribuent
au productivisme. Alors, on est dans une société productiviste, c'est pas bien. Est-ce que c'est les consommateurs, c'est-à-dire celui qui achète, qui ne produit pas, qui génère cette mentalité productiviste, ou tout simplement ce paradigme productiviste, ou bien est-ce que c'est les producteurs qui ont un hubris en eux et qui produisent, et qui obligent, par des techniques dont tu vas peut-être me parler, le consommateur à acheter. Qui est-ce qui est productiviste? Est-ce que c'est celui qui produit ou celui qui achète? Ce que je disais, c'est que c'était les deux. Donc, mais celui qui est un peu plus responsable, c'est celui qui produit, avec toutes les campagnes de marketing du capitalisme, qui vise justement à créer une société, on pourrait dire la société du culte du veau d'or, c'est-à-dire où en fait l'objectif c'est l'accumulation des biens matériels, la consommation ostentatoire, montrer aux autres qu'on est qu'on est ceux qui consomment qui possédons le plus. Et j'ai acheté la dernière voiture ou j'ai acheté le dernier vêtement qui permet de me distinguer des autres. Donc là, on arrive aux notions de révolution culturelle. Cette révolution culturelle, bon, c'est un mot qui veut dire, je suppose, que les gens, les individus vont changer ce qu'ils ont dans la tête. C'est une révolution culturelle qui doit se faire alors, chez le consommateur ou chez le producteur? À nouveau, des deux côtés. C'est le plus important que ce soit le producteur, parce que c'est quand même eux qui font le marketing, qui disent en gros dans les pubs, consommez Coca, vous aurez réussi dans la vie, ou achetez surtout, Coca c'est pas très difficile de réussir dans la vie en consommant Coca, mais ou achetez une Rolex, vous aurez réussi dans la vie. Ça c'est les dictats, disons, de l'idéologie consumériste, capitaliste, mais ensuite les consommateurs, en fonction de leur propre idéologie, plus ils vont consommer et plus de leur valeur. S'ils se mettent à rentrer dans ce jeu-là, ils ont leur part de responsabilité. Oui, bon, c'est un peu la chèvre et le chou, là. C'est les deux, en fait. Ouais. Mais alors, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait imaginer que les producteurs fassent une révolution culturelle pour ne plus produire pour produire? Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Comment est-ce que ça peut se faire? En fait, l'objectif, c'est déjà d'orienter la production, non pas sur des objectifs de profit ou autre, mais déjà de satisfaire les besoins essentiels. Donc de produire dans cette direction. Pas par exemple de produire des appareils fondés sur l'obsolescence. Donc c'est les obliger. Oui, ils le font spontanément ou on peut les obliger. Ça peut être par la démocratie ou par... Alors comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Parce que révolution culturelle, on ne pense pas forcément à autoritarisme culturel. On pense à ce que les gens vont se mettre à raisonner différemment. Les consommateurs, bon, on imagine bien, puisqu'on a aujourd'hui un certain nombre de groupes, de groupuscules qui sont devenus un peu plus que des groupuscules maintenant, qui disent je ne veux pas consommer, je veux moins consommer, je consomme différemment, mais au niveau des producteurs, y a-t-il aujourd'hui des producteurs qui sont en train ou en voie de faire leur révolution culturelle et se mettent à dire je veux produire moins ou je ne veux arrêter de produire. Voilà. Est-ce que c'est une tendance qui est, ou bien est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une voie autoritaire, coercitive, législative et obliger ces gens-là qui produisent et qui sont une minorité sur 62 millions de Français aujourd'hui, bon, il y a probablement 2 à 3 millions de gens qui produisent et le reste qui consomment. Donc, comment est-ce que concrètement, comment est-ce que, disons de façon politique, tu imagines, tu envisages que les producteurs puissent arrêter de produire? Le problème, c'est pas d'arrêter de produire, c'est de produire des choses qui répondent à la satisfaction de besoins essentiels, comme par exemple des besoins alimentaires, notamment. Bon, par exemple, il y a de plus en plus de maraîchers qui s'orientent dans cette direction. Ensuite, il y a quelques grandes industries qui essaient de limiter, par exemple, bon, c'est pas des exemples, c'est peut-être la seule dimension où ils sont vraiment vertueux, c'est par exemple SEB qui décide de cesser l'obsolescence programmée et puis de réparer ces produits à plus long terme. Ceci dit, ça reste une entreprise capitaliste classique, hein, orientée vers le profit. Donc ça c'est bon. Donc il y en a quelques-uns qui spontanément commencent déjà à le faire, mais ensuite le principe général, c'est de dire, pour les volumes, parce qu'en fait le problème, bon, il y a deux choses, il y a la question de la qualité, qu'est-ce qu'on produit, et la deuxième c'est la question des volumes.
pour la qualité, on peut donner oui, ils le font spontanément, ou on peut aussi donner des directives, en taxant par exemple tout ce qui ne va pas dans la bonne direction, en particulier, je dirais, tout ce qui relève de l'obsolescence programmée, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Tout ce qui n'est pas fondamental pour satisfaire les besoins essentiels, par exemple le dernier gadget électronique, c'est pas forcément fondamental pour pouvoir vivre correctement. Donc là, on peut le taxer plus, ça c'est, disons, quand on veut orienter les producteurs dans cette direction, là en termes de qualité, et en termes de volume, c'est la même chose. On peut considérer que, mais c'est plus facile de le faire finalement de le planifier, c'est-à-dire qu'en gros, quand on considère que la production dépasse un certain seuil, quand la production est trop importante, on pourrait mettre des taxes, ça c'est une première possibilité, augmenter les impôts de certains acteurs. Mais juste un dernier mot sur la révolution culturelle. En t'écoutant, j'ai le sentiment, tu vas dire si je me trompe, que tu ne crois pas beaucoup, personnellement, à une révolution mentale des producteurs qui, d'eux-mêmes, changeraient leur mode de production. Tu penses plutôt à des actions coercitives, ou plus ou moins incitatives, dont on va parler, mais c'est plutôt comme ça que tu le vois, plutôt que par disons une mutation spirituelle de la part des producteurs. Non, il y a toujours quelques pionniers qui initient les choses, que ce soit les citoyens ou les producteurs, mais ça reste minoritaire encore aujourd'hui, et chez les citoyens, les consommateurs et les producteurs. Donc à un moment donné, quand il y a une masse suffisante, et qu'on arrive en gros, à travers l'élection, par la démocratie en tout cas, par la démocratie, enfin l'élection ou la démocratie directe, d'ailleurs peu importe, mais à avoir une majorité à ce moment-là, il faut réguler la production à travers des systèmes d'incitation, que ce soit subventions, taxes ou autres. Mais par exemple, est-ce que tu connais aujourd'hui, si tu as en tête, des chefs d'entreprise qui auraient changé leur mentalité de production, tant en termes de volume qu'en termes de qualité? Oui, il y a des entreprises qui décident par exemple de recycler, de recycler pratiquement tout ce qu'elles produisent. Donc de ce point de vue-là, elles diminuent leur empreinte écologique. Après, c'est pas juste en recyclant, que ça suffit pas uniquement de recycler pour diminuer l'empreinte. Voilà.